Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette présentation de la 63e vente des vins des Hospices de Nuit Saint-Georges. Je vais vous présenter très rapidement le programme pour ensuite rentrer dans le vif du sujet. Le premier intervenant sera M. Alain Cartron, le maire de Nuit Saint-Georges. Ensuite, M. Philippe Vinter, président délégué de la Fondation Clément Drevon, et le professeur Maurice Giroux, qui auront l'honneur de nous présenter la vidéo du parrain, marraine. Ensuite, nous aurons M. Guillaume Corr, le directeur des Hospices civils de Beaune, puis M. Jean-Marc Moron, le régisseur du domaine, puis M. Émeric de Clouet, expert en vin, pour finir avec Maître Hugues Cortot, commissaire-priseur, qui nous informera du déroulé de la vente et rappellera les conditions générales de celle-ci. Je demande à M. Alain Cartron, s'il vous plaît, de venir. Bonjour à toutes et à tous. Il est grand pourtant. Bon, alors vous savez que je veux toujours faire moderne. Vous avez remarqué que dans mes vœux et tout ça, j'ai toujours mon texte sur une tablette, sur un téléphone, sur je sais pas quoi. Bon, ici, ça passe pas. Alors, je vais vous faire l'économie de mon beau texte que j'avais écrit à votre intention pour ces beaux lieux. Bon, alors en quelques mots, vous allez participer, pour certains, pour la première fois, pour d'autres, ça fait des années et des décennies que nous y sommes, à un rendez-vous qui est très attendu. C'est un rendez-vous très attendu parce qu'on a coutume de dire que sur la côte, la saison est ponctuée, elle est ouverte, ponctuée par nos 2 ventes de vin. Elle est ouverte par la vente des vins de Nuit Saint-Georges, des Hospices de Nuit qui a lieu deuxième week-end de mars, et elle est fermée par la vente des vins des Hospices de Beaune qui a lieu le 3e week-end de novembre. Entre les deux, il y a un seul événement qui mérite attention, c'est la Saint-Vincent tournante. Vous voyez, donc nous rythmons notre vie comme cela. Vous allez donc participer à l'ouverture de la saison de cette année 2024. D'habitude, c'est une belle fête. C'est une très belle fête. Car toutes les énergies de Nuit Saint-Georges et d'autour de Nuit Saint-Georges se liguent pour réussir la fête. Et on offre donc des activités différentes à tout le monde. Si vous êtes sportif, il y a un semi-marathon. Si vous venez en famille, il y a des manèges, il y a des animations. Si vous êtes très gourmand, il y a un salon du chocolat. Si vous voulez simplement flâner, il y a des terrasses, des commerces, des petits orchestres. Si vous aimez les vins de Bourgogne, alors là c'est vraiment l'occasion. Car sous les Halles, il y aura le grand salon du vin qui vous permettra de déguster, pas tous les Nuits Saint-Georges qui existent, mais presque. Vous savez, des climats à Nuit Saint-Georges, il y en a beaucoup, mais presque tous. Et en plus, ils vous seront commentés par les vignerons eux-mêmes. Donc ceux qui ont récolté le raisin, qui ont fait le vin, viendront vous dire à quoi il ressemble, pourquoi il est comme ça et ce qui s'est passé. Très intéressant. Ça peut durer longtemps d'ailleurs. Enfin, il y a des dîners autour. Il y a des dîners. Alors la plupart des dîners sont organisés, sont bookés d'avance. Donc je ne vous en parle pas, c'est fermé d'avance. Hein. Mais il y a dans tous les cafés, dans tous les restaurants, dans certaines caves, il y a des dîners. Donc cherchez, il y a des trucs très sympas. Et puis alors le dimanche, pour clore ces week-ends agréables, c'est la vente des vins qui aura lieu ici, dans une configuration un peu différente, mais c'est ici, c'est dans le même cellier. Il y a un certain nombre de pièces qui sont mises à la vente, c'est autour de 150 les années normales. Depuis un certain temps, elles sont élevées par quelqu'un qui viendra parler tout à l'heure. Je ne le vois pas. Ah si, il est là, voilà. Voilà, c'est toujours le même, avec son équipe. Donc, voilà. Toujours les mêmes parcelles, cultivées avec la même tradition, je le dis pour lui parce qu'il nous dit, il n'osera peut-être pas le dire, avec autant d'amour, autant de soin, pour donner un produit qui vraiment, vraiment ça vaut le coup. Alors les enchères ont lieu, et avec
le nouveau commissaire-priseur que nous avons recruté il y a déjà 3 ans. 4 ans? Non, 3 ans, je ne sais plus. Et son fidèle acolyte, là au premier rang, qui relance les enchères quand ça dort un peu. Donc nous sommes arrivés à faire une vente, une vraie vente. Ça a de la gueule, quoi, voilà, ça a de la gueule. Et en plus, il porte des cravates comme moi, du même faiseur, donc ça fait une certaine amitié tout de même. Professeur, merci aussi d'avoir mis une belle cravate aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Oui, le professeur Giroux, quand j'allais le voir pour mon épouse, quand il était encore en activité, c'était le seul médecin, ou presque, non, il y avait Tavernier aussi à l'époque. Il y avait 2 professeurs de Dijon qui portaient encore la cravate. Maintenant, il n'y en a plus. C'est fini. Mais voilà. Bon, bon, je dis ça comme ça. Alors, c'est la générosité. Ces enchères, ça monte. Quand ça ne monte pas, ils savent les réveiller. Et ça apporte de l'argent. Et vous savez tous que cet argent, ça va à l'hôpital. D'une part, pour réaliser des installations nouvelles ou acheter des matériels nouveaux. D'autre part, pour améliorer la condition des patients ou des résidents, suivant le lieu. Donc c'est vraiment, il y a un fond de générosité qui est là-dedans. Et puis à la fin, ou au milieu, ça dépend, vous serez surpris au moment où ça viendra, il y a une pièce qu'on appelait la pièce de charité dans le temps, qu'on appelle... Non, c'est celle-là, oh, je ne vois pas ici. Bon, enfin voilà. C'est celle-là qui... Ah oui, ça y est, c'est celle-là. Merde, alors faut que je... Fondation Clément Drevon, oui, c'est celle-ci. Donc cette pièce, vous voyez une pièce, voilà. Un petit tonneau, 228 litres, regardez, c'est tout. Hein. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et alors ça, c'est assez particulier, c'est pour une œuvre spécifique. Nous avons chaque année, monsieur le directeur, un certain nombre de dossiers à étudier, que nous étudions avec beaucoup d'intérêt. Et je tiens à le dire à ceux qui ne sont pas contents d'être retenus, mais il y a beaucoup de gens qui demandent. Et puis c'est comme pour les concours, hein, il y a une personne. Donc on a choisi. On vous a choisi la Fondation Clément Drevon cette année. Pourquoi vous a-t-on choisi? Parce que vous répondez à plusieurs des critères qu'on s'était fixés. Vous êtes connu sur le plan local, national, voire international. Donc si on veut toujours une association ou une fondation qui soit connue, mais qui ait une implication locale. Et nous avions d'excellents dossiers de très grandes associations mondialement connues, mais qui n'avaient pas un projet local. Si vous voulez, je me souviens très bien, quand on a retenu l'Institut Curie il n'y a pas très longtemps, il avait un projet ici. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis, le domaine d'application, c'est soit la recherche, soit l'aide aux malades. Là, vous êtes à peu près dans les 2 domaines. Et surtout la recherche. Parce que la recherche, nous avons, tout le monde le sait, nous avons d'excellents chercheurs en France. Nous avons d'excellents médecins en France. Nous avons d'excellents professeurs en France. Alors pourquoi les Français qui ont des prix Nobel vont-ils les trouver parce qu'ils travaillent comme l'an dernier, soit en Suède, soit aux États-Unis? Parce que pour être très performant dans la recherche, il ne faut pas rester toujours au même endroit. Donc dans leur projet Fondation Drevon, c'est aider les chercheurs à trouver le meilleur endroit pour eux, le meilleur endroit pour qu'ils puissent être performants. Et ça nous a beaucoup plu. Ça nous a beaucoup plu. Et puis, pour parrainer cette association, il y a toujours une vedette. Mais ça n'est pas à moi d'en révéler le nom. Merci, je passe la parole au suivant. Merci, Monsieur Cartron. Voilà encore une belle entrée en matière. Je demande à Monsieur Philippe Vinter et le professeur Maurice Giroux de se joindre à moi. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je n'ai pas de cravate. Mais heureusement, je suis venu avec le professeur Maurice Giroux, mon collègue et ami. Lui, il a une belle cravate, et donc ça permet à chacun et à chacune d'être très à l'aise dans cette salle. Merci où est-ce qu'il est, monsieur Cartron, il est là. Merci de vos propos. J'ai plus grand-chose à dire après ce que vous avez dit sur la Fondation Drevon.
En tout cas, merci à vous et au président, à Monsieur Koch, qui est président, comment? Corps, excusez-moi. Ah oui, moi je suis Lorrain, voilà, c'est ça. Président du directoire des hospices de nuit, j'ai vu que vous étiez aussi directeur général, et puis il y a encore d'autres titres, du soutien que vous apportez à notre fondation. Alors donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Winter, président délégué de la fondation Clément Drevon. Je suis allié de la famille fondatrice et je suis bénévole au conseil d'administration depuis 2003. Auparavant, j'ai été dirigeant dans le groupe Fournier, Urgo et Plasto pendant 36 ans. Alors quelques mots sur la fondation avant de passer la parole à mon collègue Maurice Giroux, qui est membre du conseil d'administration et qui est responsable du comité de sélection et de suivi des appels à projets et qui présentera nos objectifs en matière de recherche. Alors la fondation a été créée en 1912 sous le nom de Clinique ophtalmologique des pauvres et financée par Madame Bernard Drevon, veuve de Monsieur Clément, c'est pour ça qu'on parle souvent de Clément Drevon, donc Madame Drevon, veuve Clément, son premier objectif était le traitement gratuit des malades des yeux. L'établissement a bien marché et a été reconnu très vite d'utilité publique le 2 avril 1913 par décret présidentiel. Ensuite, il a pris le nom à ce moment-là de Fondation Clément Drevon. C'est donc une institution qui est vieille de plus de 110 ans et qui s'est toujours systématiquement, comme on le rappelait, monsieur le maire, impliquée dans le monde de la santé. La fondation s'est développée par la suite en tant qu'établissement de santé dans la région avec le soutien de congrégations religieuses, comme ce fut le cas d'ailleurs dans tous les hôpitaux de Beaune, de Nuit et de Dijon. Dans les années 70, elle devient connue sous le nom de Clinique Clément Drevon, au cours du parc, une des plus importantes cliniques du département, jusqu'à compter plus de 250 salariés et 40 praticiens, principalement pour le traitement du cancer, en gastro-entérologie et en ophtalmologie, qui était la spécialité de base de départ. L'organisation de la santé, comme vous le savez, et les regroupements nécessaires et inéluctables des cliniques ont amené la Fondation à chercher à trouver un partenaire, la Fondation Transplantation, dont le nom actuel est Fondation Force et qui est une fondation alsacienne. Toutes deux ont transmis en juillet 2007 cet établissement, la clinique, à un groupe national, puis après plusieurs rétrocessions, à un opérateur international. Aujourd'hui, cette clinique poursuit son activité, vous la connaissez, ceux qui sont de la région et de Dijon la connaissent très bien. Aujourd'hui, cette clinique poursuit son activité à Dijon sous le nom de Polyclinique du Parc Drevon, dans le groupe Ramsay, gestionnaire également de l'hôpital privé de Valmy. Ainsi, pendant ce temps, la Fondation Clément Drevon a poursuivi, indépendamment de la clinique, son chemin, toujours très attaché à son statut d'institution reconnue d'utilité publique et à ses valeurs humaines au service du médical. Elle perpétue ainsi la mission commencée il y a plus de 100 ans. En 2003, se fondant sur ces statuts, la Fondation a voulu accompagner, comme il a été dit tout à l'heure, accompagner, soutenir et financer des projets de recherche et d'assistance aux malades. Alors, la Fondation Clément Drevon s'est organisée pour cela avec de fortes garanties de pérennité, de développement et de réussite. D'abord sur le plan financier, elle dispose de fonds propres d'environ 3 millions d'euros. Elle fera appel aux partenaires institutionnels, aux industriels, mais également au grand public par des campagnes de dons et de legs. Une manifestation comme celle-ci, bien sûr, nous permet encore plus de mettre l'accent sur cette volonté. Sur le plan de la notoriété, le passé et les valeurs de la Fondation Drevon sont très présents
auprès des Dijonnais et des Bourguignons, et même au-delà. Ensuite, la Fondation peut compter sur les familles descendantes de Madame Drevon, toujours présentes, pas Madame Drevon bien sûr, mais les familles descendantes, toujours présentes au conseil d'administration depuis 110 ans. Sur le plan humain, alors une équipe solide d'une quinzaine de bénévoles et d'administrateurs compétents, d'universitaires, de professionnels motivés est assistée par un directeur général salarié. Enfin, la Fondation collabore avec les partenaires locaux et régionaux. Alors, je citerai Dijon Métropole, l'Université Dijon-Bourgogne, le CHU, Santénov, la Technopole Santé, et ces collaborations ont vocation à s'élargir à d'autres institutions, par exemple actuellement en discussion avec le Centre Georges-François Leclerc, comme d'autres établissements de santé. Pour terminer cette courte présentation, je voudrais vous rappeler 2 chiffres réels et concrets. En 2023, nous avons soutenu avec le CHU et Dijon Métropole 5 projets, déjà dès 2003, pour un montant de 200 000 euros, et ainsi favoriser les collaborations avec les universités de Stanford aux USA, Lausanne en Suisse, d'Angers en France, d'Oxford au Royaume-Uni et de Göteborg en Suède. Et en 2024, nous avons prévu une enveloppe de 300 000 euros sur le seul budget de la Fondation et de 500 000 euros en tenant compte de nos partenaires. C'est ainsi que, Monsieur le maire, le partenariat de la ville de Nuits-Saint-Georges et ses hospices sont tout à fait les bienvenus dans ces perspectives. Merci à vous. Et je passe la parole à Maurice Giroux. Merci, Monsieur Winter. Merci. Tout d'abord, merci à Monsieur Alain Cartron, maire de la ville de Nuits-Saint-Georges, et Monsieur Guillaume Corr, directeur de l'hôpital de Beaune, et aussi directeur du groupement hospitalier de territoire du Sud Côte d'Or, d'avoir permis à la Fondation de bénéficier de la prochaine vente de charité qui aura lieu le 10 mars prochain, ce qui permettra à la Fondation à la fois de renforcer et de financer la recherche, mais aussi de favoriser la mobilité de nos jeunes médecins chercheurs de Dijon. Avant toute chose, je me présente effectivement, je suis le professeur Maurice Giroux, neurologue à la retraite depuis 1 an et ancien chef de service au CHU, ce qui a permis effectivement en 1985 d'avoir la chance de pouvoir mettre en place le premier registre français sur la prise en charge des AVC au sein de la ville de Dijon, grâce à des recrutements des patients au CHU, mais aussi dans les cliniques, il y en avait 3 à l'époque, mais aussi à domicile. Ce registre a permis au ministère de la Santé d'avoir des données vraiment franco-françaises et non pas asiatiques ou américaines, ce qui a permis de construire par le ministère en 2010 le premier plan national sur la prise en charge des AVC et sur la mise en place de la télémédecine autour des AVC. Et la Bourgogne, et je crois que je suis assez fier de cela, il faut être patriote, la Bourgogne a été la première région à mettre en place un maillage extraordinaire permettant à 21 hôpitaux de la Bourgogne et du Sud-Marnais de pouvoir 24 heures sur 24 être en relation avec les neurologues du CHU de Dijon pour la prise en charge, je dirais, égalitaire pour l'ensemble des citoyens vis-à-vis de l'accident vasculaire cérébral. Ceci a abouti en 2010-2011 à l'obtention par justement le CHU de Dijon et la Bourgogne, sur le plan hospitalier, du prix des victoires de la médecine. Certains s'en souviennent effectivement et je crois que ça a été une année faste parce que ça a permis de montrer que la Bourgogne entrait dans les régions majeures sur le plan du développement et du développement de la santé en particulier. Parallèlement, avec le professeur Henri Portier, ancien infectiologue à la retraite, qui est absent aujourd'hui, il s'en excuse, nous avons été tous les deux doyens de la faculté de médecine et très tôt, il y a 20 ans pour lui et 15 ans pour moi, nous avons défendu l'augmentation du fameux numerus clausus, qui était très bas à l'époque.
on recrutait seulement 70 médecins en deuxième année de médecine. Maintenant, nous en sommes à 280, vous voyez le changement. Mais c'est arrivé un peu trop tard, effectivement. Mais c'est important de rappeler que la Bourgogne défendait, il y a déjà 20 ans, la nécessité d'augmenter le nombre de médecins, car effectivement, à l'époque, le fait de diminuer les médecins, on pensait que ça allait diminuer le coût de la santé, mais malheureusement, le vieillissement de la population, l'arrivée des maladies. Alors effectivement, mon propos porte sur la Fondation Clément Drevon et la recherche pour rappeler que cette fondation se distingue des autres fondations par justement la place importante que revêt le soin autour du patient, autour de la personne humaine par rapport aux autres fondations, pour rappeler que la personne humaine est capitale à la fois dans le soin, mais aussi dans la recherche médicale. Et cette ligne rouge va se retrouver dans nos objectifs de recherche et dans nos objectifs de mobilité. Nous avons 3 thèmes qui sont effectivement autour de cette valeur majeure qui est le soin à la personne. Le premier thème, c'est la recherche médicale qui a 3 volets. Comme vous le savez, il y a la recherche fondamentale qui se passe dans des laboratoires, et la faculté de médecine a de nombreux laboratoires labellisés par l'INSERM, où effectivement on teste des hypothèses, on fait des expériences de façon là aussi sécurisée et indolore auprès de petits animaux. Ceci permet effectivement de vérifier des hypothèses médicales. Le deuxième volet, c'est la recherche clinique, où là c'est le patient qui devient acteur d'un essai ou d'une évaluation d'une hypothèse. Il devient, je dirais, collaborateur et partenaire de la recherche. Et enfin, le troisième volet, c'est la recherche translationnelle, c'est-à-dire c'est vérifier d'une hypothèse qu'on a obtenue au laboratoire sur un groupe de patients, au bénéfice du patient, puis au bénéfice des futurs patients. C'est ce qu'on appelle effectivement cette recherche translationnelle qui est capitale si on veut aboutir à des brevets et ensuite à une mise en place industrielle, voire par des start-up, de ces découvertes médicales. Le deuxième thème que nous défendons, et là c'est vraiment l'héritage des fondateurs de la Fondation, c'est le soin dédié à la personne. Et là nous allons retrouver les cohortes, les registres, et je rappelle que Dijon est leader en France sur la mise en place de registres de population, c'est-à-dire que ce sont des données complètes, globales, non pas de patients d'un hôpital ou d'une clinique, mais de l'ensemble de la population. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce qui est fait à Dijon, donc c'est vraiment tourné autour du patient. Ceci concerne aussi la prévention, le dépistage précoce et la validation des différents tests de dépistage précoce. C'est l'évaluation aussi des vaccins, et l'histoire du Covid nous a rappelé l'intérêt d'avoir des données scientifiques labellisées sur un ensemble de populations. C'est aussi l'intérêt sur le handicap, et je rappelle que Dijon porte le projet de Redaptic, qui était vraiment une innovation majeure sur le plan national et international, sur la place du numérique dans la rééducation des handicaps moteurs. La qualité de vie fait partie aussi de cette aide autour du patient. Donc vous voyez que, et sans oublier les aidants, ceci permet de rappeler que dans ce domaine, Dijon est aussi porteur d'une expérimentation qui est labellisée et financée par le ministère de la Santé, comme quoi vous voyez que tout s'enchaîne, un succès en appelle un autre. Et je veux parler du projet DIVA qui est très bien rapporté par l'excellent article de M. Dominique Bruyot, que vous avez dans votre pochette, pour rappeler qu'effectivement, cette expérimentation s'appelle DIVA, ne pas confondre avec DIVIA et DIVIO. DIVA veut dire en anglais Dijon Vascular Project, parce qu'effectivement, on aime bien publier en langue anglaise, c'est comme ça qu'on se fait connaître à l'international. C'est une expérimentation qui permet de prévenir les complications et les récidives après un infarctus du myocarde et après un accident vasculaire cérébral, en sachant que ces deux maladies sont très proches sur le plan des causes. Malheureusement, elles touchent 2 organes différents, mais la prise en charge est la même. Et nous avons confié cette prévention à des infirmières hospitalières, mais aussi des infirmières libérales, pour montrer qu'on décloisonne les 2 systèmes de santé que nous avons en France, système public et système privé, qui ne sont plus en concurrence, mais véritablement en partenariat. Et DIVA est vraiment un modèle dans ce domaine. C'est pour ça que le ministère est très attaché à nos résultats que nous sommes en train d'analyser actuellement. Et a priori, en 2025, ce projet, cette expérimentation dijonnaise sera généralisée sur l'ensemble du territoire français. Donc encore une autre fierté qui est celle de la Bourgogne dans le domaine de la santé. Pour ces 2 modèles de recherche, nous allons bien sûr privilégier, ça fait partie là aussi des valeurs de la Fondation, les jeunes chercheurs qui en général ont très peu de moyens financiers, mais aussi les jeunes équipes innovantes et émergentes qui apparaissent dans notre territoire bourguignon. Et enfin, le 3e thème de recherche, fidèle
là aussi aux valeurs de la Fondation, concerne la mobilité de nos jeunes médecins, nos jeunes chercheurs, car effectivement, comme le rappelait M. Cartron, il y a intérêt à ne pas avoir une idée unique, c'est-à-dire un seul établissement, une seule faculté. Il faut aller chercher ailleurs d'autres idées, et c'est pour ça qu'en 2023, la Fondation s'est investie déjà dans le financement pour le départ de 4 jeunes médecins, Oxford, Lausanne, Stanford, Angers, dans le domaine de la cancérologie. Donc pour dire qu'effectivement, ces jeunes chercheurs sont dans des équipes renommées sur le plan international, et au retour, c'est l'usager bourguignon qui va pouvoir bénéficier de ces avancées. L'autre régionalité dans ce domaine, avec la mobilité des jeunes médecins, c'est le financement au retour. Et là, je pense que nous sommes la seule fondation en France à avoir ce financement, et c'est grâce à Dijon Métropole que nous offrons à ces jeunes médecins au retour, là aussi, une bourse pour développer sur Dijon ce qu'ils ont appris à l'étranger et pour les fidéliser sur nos territoires, Dijon ou la Bourgogne. Ceci est important pour que, effectivement, l'investissement dijonnais et bourguignon revienne aux usagers bourguignons. Alors, après tout ça, je dirais quelles sont les garanties d'un retour sur investissement, en quelque sorte, ou un retour sur les dons qui sont faits. Je pense qu'on a 2 raisons pour dire qu'effectivement, la vente des hospices de Nuit-Saint-Georges de mars prochain aura un retour bonifié, pour 2 raisons. Premièrement, la recherche médicale en Bourgogne se situe dans un écosystème extrêmement fort, pluridisciplinaire, solide, qui réunit, bien sûr, vous l'avez rappelé, le CHU, le Centre Georges-François Leclerc, l'INSERM, le CNRS, l'INRA et Santénov. Santénov permettant d'introduire Dijon Métropole, les industriels en santé en Bourgogne. Il y a plus de 50 industries, acteurs, oui, dans le domaine de la santé, et sans oublier non plus les financeurs. Donc véritablement, c'est un système qui est complet, circulaire, qui est fermé et qui aboutit normalement entre le laboratoire où il y a une hypothèse qui est testée et puis la mise en place sur le plan industriel d'une innovation. Dijon et la Bourgogne est tout à fait bien équipée dans ce domaine. En conclusion, j'essaie d'être bref, effectivement, je pense qu'il est important de rendre hommage, parce qu'on parle du vin, à nos vignerons qui, grâce à leur talent, grâce à leur savoir-faire, aux traditions, permettent d'avoir un nectar extrêmement important qui permet la convivialité. Et pendant ces moments, il y a une sorte de bonheur que nous ressentons. Et je voudrais rendre hommage justement à Voltaire, qui aurait été un très bon ministre de la Santé, car il a dit en 1771 que, effectivement, je cite sa phrase, « J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé ». Donc véritablement, déjà, il avait une vision très positive dans ce domaine. Il est important de pouvoir apprécier le vin de façon modérée, mais le 10 mars prochain, je pense qu'il faudra ne pas être modéré dans les dons qui seront faits, dans les enchères qui seront faites. Et donc je remercie les hospices de Nuit-Saint-Georges, les généreux donateurs, et sans oublier le parrain, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, qui, grâce à ses talents, je pense, permettront de faire monter les enchères. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très très important pour nous de comprendre, de voir la raison pour laquelle il y allait avoir des enchères et cet argent qui allait être donné à votre fondation. Je pense que maintenant, il va être le temps de diffuser la première vidéo, l'expérience de mobilité d'un jeune chercheur qui va nous expliquer, dijonnais, l'interview de Mathieu Blot. Voilà, on rentre dans le concret. Exactement. Bonjour, je m'appelle Mathieu Blot, je suis médecin au CHU de Dijon dans le service des maladies infectieuses et aussi chercheur dans une équipe INSERM de l'Université de Bourgogne. En parallèle de mon activité médicale, je mène des travaux de recherche au sein de mon équipe INSERM qui portent sur les pneumonies aiguës infectieuses. Et nous tentons de trouver de nouvelles pistes thérapeutiques
capables de moduler cette réponse immunitaire. Alors pourquoi réaliser ce stage à l'étranger dans une autre équipe? Eh bien, lorsque l'on a évolué dans un même environnement scientifique, on a besoin aussi d'aller apprendre dans une autre équipe. Une équipe qui pense parfois différemment, qui a une autre vision de la recherche. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai décidé de faire mon post-doctorat, j'ai décidé d'aller dans une équipe à Amsterdam, puisqu'il s'agissait d'une équipe de renommée internationale sur la réponse de l'hôte au cours de la pneumonie. Donc, quand je suis allé rencontrer le professeur Tom van der Poel à Amsterdam, nous avons monté ensemble un projet de recherche qui était une question de recherche que l'on se posait tous les deux. Et nous avons ensuite tenté d'obtenir des financements pour financer ce travail avant le début de ma mobilité à l'étranger. Et durant cette période, j'ai vraiment appris à raisonner de façon différente sur cette thématique de recherche et appris de nouvelles compétences qui me servent actuellement dans les projets que je mène localement. Une mobilité à l'étranger, ça se prépare longtemps en amont et elle s'est préparée au moins 2 ans avant le départ. Donc ça demande des contraintes financières où il faut aussi financer son propre projet de recherche, à la fois financer sa mobilité, à la fois financer aussi le projet de recherche que l'on va mener. Et en effet, ce sont aussi des contraintes familiales, puisque lorsque vous partez pendant 1 an à l'étranger, très souvent vous avez, lors de ce post-doctorat, environ 35 ans, en tout cas ça a été mon cas, eh bien vous partez avec votre famille. Donc je suis parti avec ma femme et mes 3 enfants. Il faut financer sa mobilité et cette mobilité comprend des frais de logement, un coût de la vie qui est souvent plus important dans une grande ville, une capitale parfois, dans certains pays par rapport à d'autres. Et puis, il faut aussi scolariser ses enfants. C'est un coût très important, particulièrement lorsqu'il s'agit d'écoles françaises privées. Et à côté de cela, il faut trouver aussi des financements pour le projet de recherche. Et pour cela, il y a différentes façons. Il faut, pendant ces 2 années de préparation, demander des financements auprès des sociétés savantes, mais qui sont souvent des petits financements qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu d'une mobilité à l'étranger. Et puis solliciter des fondations, solliciter d'autres instances pour essayer de mettre bout à bout la somme nécessaire pour mener à bien ce travail de recherche. Alors cette mobilité, elle est clairement enrichissante et ça, je pense que toutes les personnes qui sont parties en mobilité à l'étranger peuvent en témoigner. Elle est enrichissante sur le plan professionnel puisque pendant cette période d'1 an, vous êtes complètement plongé dans la recherche, en dehors de toute activité médicale, et donc vous êtes concentré sur votre travail de recherche. Vous apprenez de nouvelles compétences auprès de l'équipe dans laquelle vous évoluez, vous apprenez auprès de personnes qui ont une expertise importante au niveau international, et donc l'objectif de tout cela, c'est d'apprendre pour ensuite ramener aussi des compétences localement dans sa propre équipe, et ensuite former des plus jeunes à la recherche avec l'expertise que vous avez appris durant cette année. Donc c'est à la fois un sacrifice personnel, un sacrifice familial, un sacrifice aussi financier, mais c'est une riche expérience professionnelle et donc il faut en effet avoir du soutien durant cette période. Voilà, donc c'est vraiment le financement d'un beau parcours, d'un voyage en quelque sorte. La mobilité à Amsterdam, c'est très souvent par le vélo, donc c'est un coût moindre pour Amsterdam sans doute. Mais il y a toute une famille, il y a toute une... Et le financement également du retour, comme on l'a compris, de pouvoir donner les moyens à ces chercheurs-là, de rester localement, de leur donner les moyens et l'envie de poursuivre ici dans la région. Maintenant, le moment que vous attendez toutes et tous, la vidéo du parrain ou de la marraine. Un petit commentaire justement sur cette mobilité avec Mathieu Blot. Pour rappeler que grâce à ces petits jeunes, effectivement, je connais, Dijon et la Bourgogne sur le plan médical a une réputation sur le plan scientifique, car effectivement les publications de très haut niveau qui sont issues de ces mobilités, de ces chercheurs qui
favorisent autour d'eux l'éclosion de d'autres chercheurs, a permis, grâce au classement de Shanghai, qui est un classement mondial, qui étudie 17 000 universités dans le monde, et bien depuis maintenant 6 ans, la Bourgogne médicale est classée entre la 500e et la 600e place de façon régulière. Alors vous allez dire 600e place, oui, mais sur 17 000, c'est remarquable. Et surtout, c'est pérenne. Il n'y a pas eu d'arrêt, ce qui veut dire qu'effectivement, ces petits jeunes sont vraiment le chaînon qui se perpétue au fil des années grâce effectivement à nos anciens, à nos collègues, à nos maîtres. Alors effectivement, pour la vente de charité du 10 mars prochain, nous avons un parrain qui est remarquable, qui est monsieur Éric Logérias, que vous connaissez tous. On connaît ses talents d'acteur, de scénariste, de réalisateur et de metteur en scène. Et on pense qu'effectivement, grâce à lui et son franc-parler, son dynamisme, son charisme, nous aurons une vente remarquable. Donc merci à Nuit-Saint-Georges, merci aux hospices de Nuit-Saint-Georges, à monsieur le maire, pour justement permettre à la Fondation de bénéficier de monsieur Éric Logérias le 10 mars prochain pour cette vente aux enchères. Merci. Bonjour, je suis très heureux et très honoré d'être le parrain de cette vente aux hospices de Nuit-Saint-Georges. Très heureux parce que j'adore la Bourgogne, que c'est devenu un des pays de mon cœur et que j'essaie d'y retourner le plus souvent possible. D'abord parce que j'aime les très bons vins, que j'aime ces paysages, que j'aime bien manger et que vraiment, si on veut faire ces trois choses-là, voir de beaux paysages, bien manger et boire de très bons vins, il faut venir en Bourgogne. Et je ne parle même pas des rencontres avec les bourguignons, avec les viticulteurs, avec les restaurateurs, avec les producteurs de fruits, de légumes, de viande. Voilà, je pourrais parler des heures de mon bonheur d'être en Bourgogne depuis un lointain tournage du Sang de la Vigne avec Pierre Arditi, un séjour à côté du château de Vougeot, et puis au fil du temps, j'ai lié des amitiés, des rencontres, et j'y retourne toujours avec un grand bonheur. J'ai la chance et la joie d'être chevalier du Tas de Vin. Donc voilà, depuis les Côtes de Nuit jusqu'au Mâconnais, je suis heureux en Bourgogne et toujours heureux d'y être. Donc heureux d'être avec vous le 10. Je suis heureux aussi et honoré d'avoir été choisi par la Fondation Clément Drevon, parce que c'est une fondation qui aide la recherche médicale, qui aide les jeunes chercheurs à financer leur départ à l'étranger et leur vie à l'étranger. C'est souvent beaucoup de sacrifices pour eux et leur famille. Donc les aider, c'est formidable parce que la recherche médicale, c'est la médecine de demain, c'est celle qui soignera nos enfants, nos petits-enfants, et celle qui permettra sûrement que nous vivions plus vieux. Donc je suis preneur parce que j'aime la vie. Et je sais que les gens de la Fondation, ce sont des gens qui connaissent le terrain, ce ne sont pas les administratifs. Je pense à tous ces bénévoles, je pense aussi à ces médecins retraités, mais est-on jamais retraité quand on est médecin? À ces médecins qui continuent à travailler auprès de leurs jeunes confrères, des chercheurs, pour les aider et pour faire en sorte qu'ils puissent travailler, eux, qui sont l'avenir de la médecine, qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc, pour toutes ces raisons, pour toutes ces très belles raisons, je suis heureux d'être avec vous le 10 mars. À très bientôt. Voilà donc une très bonne nouvelle, un beau parrain pour la Fondation Clément Drevon et pour essayer de récolter le plus de fonds possible à ce moment-là. Un amoureux de la gastronomie, un amoureux des bons vins, ça fait toujours plaisir. Je passe maintenant la parole à monsieur Guillaume Corr, le directeur des Hospices civils de Beaune. Merci. Attendez le discours, s'il est bien. Bonjour à tous. C'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous pour ma première vente des vins des Hospices de Nuit. Et je ne peux m'empêcher de ressentir aujourd'hui le poids de l'histoire. En effet, les Hospices de Nuit-Saint-Georges ont été fondés dès le XIIIe siècle, vers 1270, comme vous le savez tous, je l'espère, puisque cette date apparaît sur notre logo qui est sur toutes nos étiquettes.
Il s'agissait à l'origine d'une maladrerie malheureusement détruite par les affres des guerres de religion et civile. Et il faudra attendre de 1633 pour qu'un hôpital s'installe au bord du Meusin. Mais rapidement, cette maison s'avère inadaptée car trop petite, et elle a été remplacée par l'hôpital historique que nous connaissons avec l'ouverture de la salle Saint-Laurent de 16 lits en 1692. Plusieurs maladreries de communes voisines lui furent alors rattachées. Et malgré les vicissitudes de l'histoire, l'hôpital a perduré jusqu'à nos jours, entre autres grâce aux dons. Et rien d'étonnant, vous le savez encore mieux que moi, que comme nous sommes à Nuits-Saint-Georges, de nombreux dons étaient constitués de vignes et constituent aujourd'hui le célèbre domaine viticole. Alors en 2016, l'hôpital a fusionné avec les hospices civils de Beaune pour créer, avec les sites de Sœurs et d'Arnay-le-Duc, un ensemble hospitalier et médico-social indispensable et cohérent pour la prise en charge des populations du sud de Dijon. Cet établissement est composé d'environ 1000 places de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, de rééducation et d'EHPAD, dont presque 150 lits à Nuits-Saint-Georges. On y dénombre par an environ 20 000 passages aux urgences, 700 sorties SMUR, mais aussi 700 naissances, pour ne donner que quelques chiffres. Les hospices civils de Beaune, dont l'établissement support, le professeur Giroux l'a rappelé, du groupement hospitalier de territoire Sud-Côte d'Or, qui regroupe également les EHPAD de Nolay, de Saint-Jean-de-Laune, de Bligny-sur-Rouche et Pouilly-en-Auxois, en faisant ainsi l'acteur incontournable de la santé sur le territoire grâce aux filières de soins mises en place. Et la fondation Clément Drevon, ça a été rappelé, mais je le dis encore une fois, qui est une institution locale, correspond ainsi à notre volonté d'encourager les initiatives sur le territoire. En permettant des formations de très grande qualité à l'étranger et le maintien de chercheurs de premier plan en Bourgogne, les prises en charge ne peuvent qu'y progresser de façon significative, ça a également été rappelé. Et c'est toujours dans cette dynamique territoriale que s'inscrit pleinement l'hôpital de Nuits-Saint-Georges, en particulier avec son nouveau bâtiment de 80 lits ouvert en septembre 2018, et également son pôle logistique regroupant une blanchisserie, une cuisine, un magasin central et un atelier. Le site a su continuer à s'adapter aux évolutions de la médecine et plus globalement aux prises en soins, tout en conservant son identité et son héritage. D'ailleurs, afin de préserver le patrimoine exceptionnel des hospices, la fin de l'année 2023 a été marquée par la signature d'une promesse de vente du bâtiment historique à la société Histoire et Patrimoine, qui va l'adapter afin de créer une 50aine de logements et lui donner une seconde vie que l'hôpital n'était pas en capacité de lui offrir. La vente devrait être effective à la fin du premier semestre 2025. Mais rassurez-vous, tout est prévu, nous conserverons les mêmes étiquettes pour nos bouteilles. Les hospices civils de Beaune doivent continuer à se réinventer dans cette continuité. Et à ce titre, de nombreux investissements majeurs sont prévus. La construction du nouveau bâtiment hospitalier du site de Beaune pour un budget de plus de 85 millions d'euros, dont la construction débute cette année et dont l'ouverture est prévue début 2028. Toujours dans le domaine de l'immobilier, la reconstruction de l'hôpital de Sœurs. La mise en place aussi d'un logiciel unique résident pour tout le GHT Sud-Côte d'Or dans les EHPAD, afin de fluidifier les informations, les échanges d'informations et d'avoir un outil ergonomique. D'autres évolutions informatiques sont aussi à l'étude pour passer à un nouveau cap technologique, et tout ça a un coût non négligeable. Il y a également le projet Hôpital-Dieu 1443 pour mettre en valeur ce patrimoine extraordinaire. Enfin, nous investissons aussi dans l'humain, par une politique de formation volontariste, avec par exemple le développement de l'apprentissage des aides-soignants. Bien entendu, et monsieur le maire l'a rappelé, des investissements propres à l'hôpital de Nuits-Saint-Georges ont aussi été réalisés en 2023 grâce à la dernière vente record et sont programmés pour 2024 afin d'améliorer les prises en charge et le bien-être des résidents. Des nouveaux mobiliers de jardin, un nouveau minibus, de nouveaux lits et matelas, des changements de stores et volets roulants, l'amélioration de la sécurisation du site ou encore des travaux de rafraîchissement et de restructuration du bâtiment Les Vignes Rondes. Le bâtiment de 2018 doit lui aussi continuer à être amorti. Vous connaissez comment ça fonctionne, c'est un coût. C'est ainsi, pour aider les hospices à financer ces beaux projets, que nous mettons cette année en vente 150 pièces, exactement, vous voyez, on est pile dans la bonne moyenne, réparties en 19 cuvées différentes qui vous seront détaillées juste après.
Et même si la récolte a un petit peu diminué, 6% en moins par rapport à celle de 2022, cela reste une très belle vendange et en plus de grande qualité. La participation à cette vente des vins est aussi l'occasion de remercier l'ensemble des personnels des Hospices civils de Beaune pour leur engagement et leur dévouement qui prouvent leur attachement à la population mais aussi à l'établissement. Enfin, comme vous le savez, il y a donc la pièce de charité, baptisée pièce des bienfaiteurs, qui est mise en vente. Et pour la 3e année consécutive, celle-ci est issue d'un assemblage unique des 9 premiers crus du domaine. Pour vous rappeler les modalités d'achat qui fonctionnent depuis maintenant 6 ans par un système de souscription de bouteilles. Cette spécificité permet aux donateurs de souscrire pour une ou plusieurs bouteilles, en bouteilles de 75 centilitres ou de Magnum, vous pouvez avoir des Magnum aussi évidemment, et après un élevage d'1 an, eh bien, vous pourrez avoir vos bouteilles. Et cette année, nous avons décidé de maintenir le prix identique à celui de l'année dernière, soit 150 € la bouteille de 75 centilitres ou 300 € le Magnum. Et puis en parallèle, il ne faut pas oublier la possibilité de faire un don directement à la Fondation Clément Drevon. Donc maintenant que vous savez tout de l'histoire des hospices des Nuits Saint-Georges et de la pièce des bienfaiteurs, je vous laisse avec les spécialistes du vin. Merci. Merci Monsieur Corr de nous avoir rappelé toute cette belle histoire notamment et tout ce beau travail fait tout au long de l'année. Maintenant, on va passer au goût, on va passer au vin, on va passer au style, on va passer au millésime et on va démarrer avec Monsieur Jean-Marc Moron, le régisseur du domaine des Hospices de Nuit. Alors pour ma part, je vais simplement rappeler les conditions de production de ce millésime 2003 et d'abord dire que je suis assez heureux de pouvoir présenter pour la 2e année consécutive un millésime généreux. Parce qu'après de longues années où les rendements ont fait le yo-yo, avec des accidents climatiques qui ont impacté plusieurs récoltes, le monde viticole attendait cette toute petite série de beaux rendements avec impatience. Mais ces beaux rendements, donc assez similaires à ceux de 2022, sont à peu près un des seuls points communs entre ces 2 millésimes. Parce qu'en 2023, la climatologie fut extrêmement contrastée durant toute la période végétative. L'hiver fut doux et sec, bon ça c'est assez souvent comme ça, mais le début de printemps fut venteux et très frais, et ce jusqu'à la mi-mai. La vigne alors poussait très lentement, et au stade 6-7 feuilles, donc des rameaux à peu près hauts comme ça, 2023 se situait dans les années tardives. Une bonne nouvelle cependant, sur ces jeunes pousses, on observe rapidement 2 raisins, et ceci d'une manière à peu près continue sur tous les pampres. Donc les risques de gelée de printemps étant écartés, il est décidé dès cette période de pratiquer un ébourgeonnage extrêmement sévère pour contrôler dès le départ les futurs rendements. À partir du 19 mai, changement radical de temps, début d'une période de temps chaud et sec qui va stimuler la croissance de la vigne. La floraison arrive vite, se déroule sur une dizaine de jours pour se terminer début juin, et nous voici repassés en 3 semaines d'un millésime tardif à un millésime précoce. Et comme nous l'avons déjà constaté sur les années précédentes, les stades physiologiques du raisin s'enchaînent très rapidement, durant un mois de juin chaud et ensoleillé. La fermeture de la grappe intervient à la fin du mois, et début juillet, sous une météo estivale, nous effectuons notre premier passage de vendange verte en surveillant une véraison qui a du mal à s'enclencher. La fin juillet est plutôt fraîche et maussade, tout d'ailleurs comme le début août, et nous pensons alors déjà à reculer la date des vendanges que nous avions envisagées. Nous repassons dans les parcelles mi-août pour affiner nos rendements avec une vendange verte plus légère que la première que nous avons effectuée un mois auparavant. Et puis se produisent finalement les 2 événements climatiques majeurs qui marqueront 2023, c'est-à-dire ces 2 périodes caniculaires tardives
donc que nous n'avions pas l'habitude de connaître, que nous n'avions jamais connu, surtout la deuxième. Et ces périodes vont décider de la maturité et de la date de la cueillette. Alors la première, c'est entre le 20 et le 25 août. Cette première période de chaleur excessive va avoir un effet plutôt bénéfique sur les raisins, parce que ça va permettre à la vigne d'achever sa véraison de manière homogène. À ce moment-là, à la fin de cette petite période, on rediscute à nouveau de la date de vendange pour savoir si on ne ravance pas. S'ensuit une dizaine de jours plus frais qui vont permettre à la vendange de continuer à mûrir tranquillement, dans de très bonnes conditions. Et puis arrive début septembre une seconde période trop chaude pour la saison, qui celle-là c'est un peu plus dommageable au niveau du vignoble, parce que nous voyons des feuilles sécher et tomber de manière prématurée, et sur les raisins des phénomènes de figage et d'échaudage, principalement observés sur les raisins orientés sud ou sud-est. Donc là il y a une petite perte de récolte qui s'opère, et ces raisins d'ailleurs nous obligeront à la vigne et à la réception en cuverie à un tri assez sévère. L'orage du 12 septembre au soir, ça en rappelle peut-être, va faire redescendre la température, ce qui nous permet de débuter les vendanges le 13 septembre dans des conditions très favorables. Malgré nos vendanges vertes, la récolte reste abondante. L'état sanitaire est excellent et la maturité est au rendez-vous, mais sans excès comme ça pouvait l'être en 2022. Les raisins sont très aromatiques et les fermentations alcooliques démarrent très rapidement. Malgré l'utilisation raisonnée du système de froid pour refroidir les cuves, les fermentations sont extrêmement toniques. Elles démarrent rapidement, mais se déroulent finalement pas si vite que ça. Les montants de température sont normales. Et donc elle se termine en moyenne au bout d'une douzaine de jours après le remplissage des cuves. Nous laissons les températures dans les cuves redescendre en travaillant le vin par remontage, et nous commençons les pressurages fin septembre. Les vins se dévoilent alors sous un jour très charmeur, marqué par l'équilibre. On retrouve la singularité de chaque terroir, avec sur ce millésime une différence de style très prononcée entre les parcellaires du nord et du sud de Nuits-Saint-Georges. En ce milieu d'hiver, toutes les fermentations malolactiques sont terminées, et vous pourrez ensuite déguster nos 19 cuvées de cet excellent millésime 2023 dans de bonnes conditions gustatives après 3 mois et demi d'élevage. Voilà. Merci Jean-Marc Moron, il mérite largement vos applaudissements vu le travail remarquable qu'il fait. On a la chance, quelques semaines avant la vente des vins, de pouvoir envoyer des échantillons aux journalistes du monde entier, aux critiques, de pouvoir déguster. Nuits-Saint-Georges rayonne dans le monde, la qualité n'a jamais été aussi bonne, et on va avoir le commentaire d'un expert en vin, M. Aymeric de Clouet, à ce sujet-là. Toujours difficile de passer après Jean-Marc, qui connaît son sujet, non pas par cœur, avec le cœur. Effectivement, on avait en 2022 une vendange qui était exceptionnelle. Alors il faut croire qu'à Nuits-Saint-Georges, exceptionnelle devient la règle, puisqu'on a à nouveau une vendange assez abondante, malgré les péripéties climatiques dont Jean-Marc vient de nous parler. Et c'est vrai que vous ne le voyez pas au quotidien, mais au quotidien, il avait parfois des sueurs froides. C'est vrai qu'il est passé par des tas d'inquiétudes au cours de l'année. C'est vrai qu'il a opéré un tri très sévère mais juste, ce qui nous a permis d'avoir cette qualité de vin que vous verrez qui est tout à fait remarquable. Et ce qui est d'autant plus remarquable dans ces conditions climatiques, c'est l'équilibre des vins. On a des vins qui ont beaucoup de puissance et beaucoup de finesse, et ça c'est quand même une particularité. C'est aussi la puissance et la finesse, le style de Jean-Marc lui-même. Donc bravo à lui, bravo à son équipe
qui œuvrent toute l'année pour notre plus grand plaisir. Alors, on a notamment, j'ai trouvé cette année, des cuvées villages absolument exceptionnelles. Ça, on a ces 4 cuvées villages, sont merveilleuses. Les Maladières, je ne sais pas, c'est peut-être pour la 5e année mon millésime préféré. La cuvée Grangier et les Fleurières sont toujours remarquables, mais se ressortent encore du lot cette année. Même notre unique cuvée qui ne soit pas de Nuit Saint-Georges est magnifique encore cette année. Noblet oblige. Les premiers crus, évidemment, encore plus réussis. Et là, chaque année, j'essaye de distinguer 2 ou 3 premiers crus qui m'ont particulièrement plu. Alors, bien sûr, parfois, c'est toujours les mêmes. Cette année, c'est un peu original. J'ai envie de parler des vignerondes. Les vignerondes, vous savez, c'est toujours le cru charmeur, le cru peut-être un petit peu facile. Je trouve que cette année, il a une personnalité, une tonicité, une complexité supérieure aux années précédentes. J'ai également beaucoup aimé la Rue de Chaux. C'était vraiment, et même en dehors de nos 2 crus exceptionnels des Didier et des Saint-Georges, la Rue de Chaux et les Terres Blanches, c'est peut-être les 2 crus que je vais distinguer particulièrement. Et en plus, ils sont sur l'affiche. C'est quand même une chance extraordinaire. Les Rue de Chaux, une belle complexité, une grande longueur, vraiment cuvée exceptionnelle. Et les Terres Blanches. Alors les Terres Blanches, je dirais que sa particularité cette année, c'est de ne pas en avoir. Je trouve que c'est le cru qui se ressemble le plus à lui-même. Ça fait plusieurs années consécutives que les Terres Blanches nous sort un vin merveilleux. C'est le dernier lot de la vente, alors il faut vraiment garder une attention pour les dernières enchères. Mais les Terres Blanches se distinguent encore une fois et reste fidèle à lui-même. Donc pour ce cru qui est un premier cru relativement récent, c'est une très très belle performance. Bien sûr, on va parler des Didier, le monopole du domaine, et les Didier qui ont bénéficié de cette climatologie pour nous donner des vins très puissants, très complexes. Mais on va surtout parler de la cuvée Fagon, qui je trouve cette année, vous le verrez, elle est souvent un petit peu fermée. Cette année, au contraire, je trouve qu'elle se déguste très bien, très facilement, et elle promet énormément pour le futur. C'est étonnant de l'avoir déjà si agréable au nez par rapport à ses habitudes. Ça reste vraiment la reine des Didier. Et les Saint-Georges, alors là, les Saint-Georges, 3 cuvées. Vous vous y habituez petit à petit. 3 cuvées magnifiques, et la cuvée Hugues Perdrizet qui est la sélection des vieilles vignes qui fait une seule pièce, des plus vieilles vignes du domaine. Donc ça, c'est une cuvée magnifique qui va demander certainement un petit peu de temps aux amateurs avant d'être dégustée parfaitement. Donc je dirais, pour résumer avec mon confrère Paul Verlaine, nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Mais Jean-Marc, il est encore plus fort que Verlaine puisqu'il obtient la nuance et la couleur en même temps. Et je tenais à le souligner. J'aimerais conclure déjà par un mot sur la pièce de charité. Elle est importante pour la fondation, elle est importante pour le domaine et elle est importante pour vous. D'abord parce que, vous le savez, c'est la photographie du domaine avec les 9 premiers crus qui sont assemblés. Cette année, Jean-Marc me corrigera si je me trompe, mais la vendange a été faite le même jour dans tous les crus par une équipe dédiée, ce qui permet d'obtenir une homogénéité des raisins extraordinaire. Les raisins sont assemblés ensemble, vinifiés ensemble, donc on a vraiment la typicité du domaine et la typicité du millésime. Et je vous encourage à en acheter chaque année, car vous pourrez ainsi avoir une photographie de chaque millésime bourguignon, chaque millésime de nuit, que vous pourrez déguster encore très longtemps, pourvu que vous en preniez 6 ou 12 bouteilles. Et 6 magnum pour faire bonne mesure. Donc cette cuvée des bienfaiteurs, c'est quand même à la fois une action qui fait du bien quand vous y souscrivez et ensuite quand vous la dégustez. C'est donc vraiment la dépense idéale pour cette année. Et comme le soulignait monsieur le directeur, le prix est inchangé, ce qui dans le contexte
inflationniste que nous connaissons est une bonne nouvelle. Donc, avec le révérend docteur Fagon, je vous encourage, comme il le conseillait au roi Louis XIV, à boire du vin de Nuits Saint-Georges pour conserver votre santé et votre virilité. Merci beaucoup, Aymeric de Cloué. Oui, le millésime 2023 est magnifique. Oui, Nuits Saint-Georges rayonne avec ses villages, ses premiers crus. Certains voudraient un grand cru. On verra plus tard. Je passe maintenant la parole à Maître Hugues Cortot pour nous parler du déroulé de la vente et nous rappeler les conditions générales. Eh bien, bonjour à tous. Je connais votre impatience à aller déguster ces 19 cuvées, donc je ferai en sorte d'être le plus concis possible. Moi, je vous rappelle donc que cette année, vous avez 150 pièces qui seront mises en vente, c'est-à-dire 10 pièces de moins que l'an dernier. La vente durera peu ou prou le même temps, hein, c'est-à-dire autour de 2 heures, 2 heures et demie peut-être, ou un peu plus si notre parrain est particulièrement prolixe et participe activement au feu des enchères, ce que l'on souhaite. Pour information, la pièce de charité, vous la trouverez au même endroit dans le catalogue, toujours sous le numéro 100, on a bien fait les choses, hein, vous ne serez pas perdu. Concernant l'ordre des cuvées et le nombre de pièces par cuvée, je vous renvoie naturellement au dossier de presse que vous avez eu sur vos chaises ou au catalogue qui ont été distribués également. Aujourd'hui, moi je tiens simplement à évoquer quelques points essentiels des conditions de vente. Je vous rappelle ainsi que pour participer à la vente, plusieurs options sont possibles. La première, la plus importante, celle sur laquelle on compte absolument, c'est votre présence. Bien évidemment, on a besoin de vous pour des enchères en présentiel, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut pour ça? Être là le dimanche 10 mars à 14h30 avec un petit préalable administratif tout de même, mais on ne peut pas y déroger. Un enregistrement auprès de nous, c'est un impératif. Vous connaissez maintenant le système, vous avez un formulaire d'inscription qui vous est remis avec le catalogue de vente et vous êtes prié de nous le retourner avec les diverses pièces administratives requises et surtout à jour, hein. Même si nous vous connaissons, même si vous étiez déjà acheteur l'an dernier, eh bien on a besoin de pièces datées de 2024. Et puis donc pour la suite, eh bien il vous est attribué un numéro d'acheteur et ce numéro-là, on vous le remet juste avant votre entrée dans le grand cellier le jour de la vente. Si malheureusement on ne peut pas compter sur votre présence physique, ce qu'on déplorera, eh bien vous avez d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez nous adresser des ordres d'achat, donc cela signifie des enchères écrites que vous nous transmettez à l'avance et nous nous chargeons pour votre compte pendant la vente de suivre vos instructions et de monter les enchères à votre place. Bien entendu, vous pouvez être appelé au téléphone. Cette année encore, on fait en sorte que vous puissiez enchérir par téléphone. Ça nous permet de garder le lien avec vous, même si vous n'êtes pas en salle. Et puis, mes collaborateurs ont à cœur de vous encourager à participer au feu des enchères. Et je pourrais également m'associer à eux pour vous encourager de vive voix à enchérir. Et bien entendu, puisqu'on est quand même moderne à la vente des vins des Hospices de Nuits Saint-Georges, eh bien vous pourrez enchérir en live, hein, vous connaissez aussi la musique, hein, toujours sur le site Interenchères. Pour cela, il faudra vous inscrire au préalable, une petite formalité. Il s'agira de créer son compte en ligne. Il faudra le faire au plus tard le jeudi 9 mars. Et puis, il y aura également des pièces qu'il faudra nous adresser directement à la maison de vente. Mais tout cela vous est expliqué dans le détail sur le site Interenchères. Alors, si je pars du principe, jeudi 7 mars, j'ai dit autre chose? Le 9, le 7 alors, pardon, on n'est pas 2 jours près. Et je pars du principe que votre participation sera un succès, donc vous serez adjudicataire, et en tant que tel, vous aurez donc quelques obligations pécuniaires. Et il vous faudra vous acquitter, outre du prix marteau, et bien de la TVA, si vous êtes redevable, des frais de vente, qui sont, malgré le contexte inflationniste, toujours inchangés, de 6% hors taxe, et du coût du fût à prix coûtant qui a légèrement augmenté
par rapport à l'an dernier. Et tout cela vous est marqué dans les conditions de vente. Et puis si vous êtes concerné, si vous êtes un particulier, eh bien, vous devrez régler également les frais d'élevage et de mise en bouteille. Ça interviendra plus tard. Donc auprès du négociant éleveur que vous aurez choisi. Concernant les modalités de paiement, eh bien c'est un règlement qui se fera uniquement au comptant. Ça en comptant, on est sûr que vous le serez, mais il faudra payer donc en une fois et en euros. Parce qu'on me demande également si toutes les devises peuvent être acceptées. Non, les euros uniquement. Les acheteurs effectueront leur paiement auprès de nous, donc maison de vente, pour le compte des hospices. Un point important sur lequel je veux insister dans le contexte de piratage numérique et informatique actuel, le règlement doit être effectué sur le compte dont vous trouverez les références dans les conditions de vente. Pour les acheteurs réguliers, je précise que ce compte destiné à recevoir les fonds est le même que les années passées. Et toute communication qui pourrait vous être faite par mail et vous indiquant un numéro de compte différent serait frauduleux. Et donc je vous invite bien entendu à nous en faire part immédiatement si vous êtes victime d'un tel mail. Voilà. Comme les années passées, alors ça écoutez bien puisque c'est important, un règlement rapide sera récompensé par un escompte de 2% à condition qu'il nous parvienne avant le 15 avril de cette année, bien entendu. Et ce sont les hospices qui se chargeront de vous reverser le montant de l'escompte, si vous y avez droit. Mais au préalable, il faudra bien avoir réglé la totalité de la facture pour profiter de l'escompte. Ce n'est pas à vous de défalquer du total de la facture le montant de l'escompte. J'insiste parce que c'est des choses qu'on voit tous les ans. Tous ces points, bien entendu, vous sont rappelés dans les conditions de vente qui figurent au catalogue et que nous vous remettons lors de votre inscription. J'ai dit l'essentiel, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous, bien entendu, le 10 mars à 14h30 pour la vente. On attend de vous de belles enchères et on l'espère, des nouveaux records. Et maintenant, place au moment que vous attendez tous, la dégustation des excellentes cuvées 2023, à moins qu'il y ait peut-être des questions. Voilà, on est à votre écoute si vous avez des questions.